Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le tournage sur bois. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des essences de bois qu'on peut usiner sur un tour à bois, différentes méthodes de tournage, je ne saurais pas toutes les montrer, et une petite présentation de l'outil. Au niveau essence de bois, on peut tourner, à mon sens, à peu près tout ce qu'on souhaite, mais certaines essences se prêtent mieux que d'autres à être tournées. Ici, du Carolina Pine, différent de l'Oregon Pine qui est en fait du Douglas. C'est un bois avec un fil assez large qui se tourne relativement bien. Le problème, c'est, comme on peut le voir ici, on a parfois de petits éclats. Maintenant, c'est toute une pièce d'atelier ici pour pouvoir ranger des superbes crayons. Dans les essences de bois que j'apprécie tourner, le Sacro-Saint chêne, qui est assez sympa à tourner, le rendu est vraiment pas mal. Les problèmes du chêne viennent souvent à partir du traitement, car les tensions qu'il y a dans le bois ont tendance à s'ouvrir. Donc du chêne, un bois qui est sympa à tourner, du hêtre, malgré sa très forte densité. Pour rappel, aux alentours de 700 kg à 800 kg au mètre cube, suivant la pièce de bois. Et on peut également tourner du panneau, donc soit d'une part du contreplaqué, ici contreplaqué bouleau surfacé hêtre, et d'autre part du MDF. Le gros problème du MDF au niveau du tournage, c'est qu'il aura tendance à très fort désaffûter les outils, donc on passera souvent à la meule, mais on peut jouer sur les couleurs du MDF, on peut jouer sur la façon dont il est coupé pour avoir une spirale dans notre pièce. On peut faire vraiment des trucs vraiment sympas. On a le noyer, encore une fois avec un fil relativement fin. Le Douglas, qui est un bois un petit peu plus tendre, originaire d'Amérique, avec un fil beaucoup plus grossier, mais c'est un bois relativement tendre, donc ça ne pose pas de problème. Pour les vidages, comme pour le cilindrage. Le Méranti est un bois relativement bien également. On a toutes sortes de sapins, de résineux. Ici, c'est du sapin rouge. Ça se tourne également relativement facilement, même si le fil du bois est assez large. Mais on peut également tourner tout ce qui est bois exotique. Je pense ici à mon collègue de menuiserie qui aime beaucoup les bois exotiques. On a l'amarillo, on a le zebrano qui doit bien se tourner. Le problème sera toujours la poussière qu'on va respirer lors de l'usinage des pièces. Au niveau de l'outillage concernant le tournage sur bois, on utilise dans un premier temps une gouge à dégrossir, qui est un outil arrondi dans les deux axes, qui permet de cylindrer nos pièces au premier passage sur le tour. Donc on peut partir d'une pièce carrée qui deviendra cylindrique par la rotation, par la révolution de la pièce sur le tour à bois. On utilise ensuite pour des détails un petit peu plus fins d'autres gouges qui sont à profiler, qui ont le même profil. Celle-ci est un peu plus plate, c'est une 14 mm, et celle-ci une 8 mm, pour des détails vraiment très précis. On a également des gouges à profiler qui ont un tranchant droit et dans la même forme qu'un grain d'orge. Il en existe des plus petites, celle-ci qui est beaucoup plus étroite et celle-ci. On utilise également des racloirs qui sont à l'instar des ciseaux à bois, qui possèdent un tranchant droit, d'équerre. On possède également des racloirs de formes différentes, comme ces deux outils-ci. Pour l'étape de la finition de nos pièces, personnellement, j'utilise plusieurs types d'abrasifs. Donc, des toiles abrasives, celles-ci viennent de ma ponceuse Makita. C'est une ponceuse à bande. Ici, un grain 40, qui est un grain assez épais pour permettre de dégrossir les pièces pour préparer la finition. Généralement, je passe à du grain 80 qui est un petit peu plus fin. Celui-ci est assez usé.
pour arriver sur du P120 en augmentant légèrement la vitesse de rotation de mon tour. Ensuite, pour l'étape précédant la finition réelle des pièces avec une huile, un vernis, une peinture, j'utilise des filets abrasifs qui sont des feuilles tissées légèrement abrasives. Ici du 220, ici du 320 pour avoir un réel polissage des pièces de bois. Au niveau de l'outillage complémentaire de notre tour à bois, je me suis réalisé une petite servante pour pouvoir déplacer librement mon outillage, comme je le fais pour tout ici dans l'atelier. On a d'une part, pour le maintien de la pièce, une pointe qui viendra se fixer sur l'essieu moteur du tour à bois, sur lequel on viendra placer notre contrepointe ou poupée pour venir coincer notre pièce entre ces deux pointes. Donc ça, c'est du tournage entre pointes. On peut passer moins de force sur la pièce, mais ça peut être intéressant pour des pièces assez longues, pour éviter d'avoir un balou à l'opposé de l'essieu moteur. Sur cet essieu moteur, on peut également fixer une poupée plate, comme je le montrerai tout à l'heure. C'est un disque en acier possédant un filet qui vient se fixer sur l'essieu moteur du tour. Étant donné qu'on n'a qu'un seul point de fixation, ça permettra de venir évider les pièces pour faire des coupes, des bols, toutes sortes de choses qui sont creusées. Cet espace-ci sera libre par rapport au tour. Forcément, on a le porte-outils sur lequel viendra coulisser nos outils lors de l'usinage. Et enfin, on a 2-3 outils complémentaires. Les clés qui permettent de serrer les poupées et de coincer l'axe lors du serrage. Un pied à coulisse, forcément, vu qu'on mesure sur des pièces rondes, on ne saurait pas le faire à l'aide d'un mètre ordinaire. Une scie à denture fine pour la coupe en longueur. Et forcément, menuisier oblige, un crayon. Au niveau de l'infrastructure en elle-même du tour à bois, on a ici le tour à bois que je suis venu refixer avec des tiges filetées sur mon établi. Ici, je ne me suis pas cassé la tête, comme d'habitude. C'est une ancienne feuille de porte que j'ai percée au point bas afin de pouvoir ajouter mon système d'aspiration pour aspirer mes copeaux. Cet établi est fixé au mur ainsi que repris par 1, 2 et 3 pieds dans le sol afin d'éviter les vibrations dues à des balourds un peu trop importants. Au niveau du tour à bois, on a ici le support de porte-outils sur lequel on vient fixer notre porte-outils qu'on vient placer après le placement des pièces. Au niveau de notre compartiment moteur ici, j'ai adapté une petite poignée afin d'avoir un accès plus facile à mon système de pignonnerie. Donc, on voit ici l'alimentation électrique avec un coupe-circuit et on a ici un ensemble de pignons. Le moteur entraîne cette pignonnerie ici et on peut régler sa vitesse de rotation en déplaçant notre courroie qui est ici, qui doit être correctement tendue. Pour rappel, une courroie bien tendue doit pouvoir faire un quart de tour sur elle-même. On a ici un système de tension de notre courroie, donc c'est-à-dire que le moteur peut monter ou descendre en fonction de l'âge et de la tension de la courroie. Et cette démultiplication se fait à l'instar des vélos. Au plus petit le pignon entraîneur sera, au plus basse la vitesse de rotation sera. Dans le cas de mon tour Heinel, on part de la vitesse de rotation la plus basse d'environ 600 tours jusqu'à 2300-2400 tours par minute. Par mesure de sécurité, en achetant mon tour, j'ai racheté une nouvelle courroie, car elles ont tendance à s'user. On le voit ici sur la partie intérieure de notre capot moteur. Ici, dans le cadre d'un travail avec la poupée plate, j'utilise des vis de 4 par 40, donc c'est-à-dire 4 mm de diamètre et 40 mm de longueur. Par rapport à l'épaisseur de ma poupée plate,
8 mm au niveau de la lèvre ici. Ça me permet d'avoir un peu plus de 30 mm qui tiendrait ma pièce sur la poupée, que je viens fixer sans forcer et le plus possible au centre pour réduire la force de traction que les vis vont devoir supporter quand le tour sera en marche. Fixer notre poupée plate sur laquelle je viens de fixer une pièce à cylindrer et à profiler. Je la mène contre, je viens bloquer mon axe et je la serre un petit quart de tour en plus. Je viens ensuite placer mon porte-outil parallèle au champ de ma pièce que j'ai préalablement légèrement cylindré alors que ce n'est que des coupes à 45 degrés. Et je viens vérifier la parfaite rotation de ma pièce. Dans le cadre du tournage sur bois, il y a plusieurs choses auxquelles on doit prêter attention. Ici, par exemple, au centre du bois, le cœur, toujours beaucoup plus tendre, il est poreux, c'est lui qui transportait du liquide afin de réaliser la photosynthèse. Tout autour, nous avons le duramen, c'est le bois qui est mort, entre guillemets, qui est beaucoup plus dur, celui qu'on utilise en menuiserie. Et ici, l'aubier, un bois beaucoup plus tendre, généralement d'une autre couleur. Dans le cas du hêtre, comme sur le verre à Chimay qui a été tourné précédemment, on doit également prêter attention aux nœuds, étant donné que le fil du bois ici est parallèle à l'axe de mon tour. Le nœud, lui, sera perpendiculaire, ce qui pourrait créer des rejets de l'outil quand on usine le bois. Le plus important sur le tour à bois est de ne pas avoir trop de bas lourd. Donc ici, la pièce n'est pas parfaitement cylindrique, mais ça ne posera pas trop de problèmes étant donné qu'elle est relativement légère. Et on peut toujours de toute façon venir tester le bas lourd qu'on va créer en démarrant notre tour à bois. Donc ici, on a très peu de vibrations car de toute façon, au cours du cilindrage de la pièce, on va récupérer ce bas lourd qui n'existera forcément plus vu que la pièce sera un cylindre en révolution sur notre tour. Tout comme dans la menuiserie, on va régulièrement affûter nos ciseaux à bois. Donc pour ce faire, on utilise une petite meule, c'est un disque abrasif pour le métal, et à proximité, un pot avec de l'eau. Le métal des ciseaux est un alliage d'acier qui a été trempé, c'est-à-dire qu'il a été chauffé pour être formé, pour lui donner cette forme. Le fait de l'affûter a tendance à le faire chauffer. Dès qu'on va venir faire chauffer ce métal, on va venir le refroidir pour garder un affûtage et une rigidité parfaite du métal. On n'oublie évidemment pas les lunettes de sécurité. Ici, au niveau du travail qui m'a été demandé, c'est de copier ce verre à Chimay. Donc, la première chose est de déterminer son diamètre, 98 mm, par rapport à ma pièce, 123 mm. On adapte toujours la vitesse de rotation à la taille de la pièce. Ici, je suis en deuxième vitesse sur mon tour à bois, ce qui permettra à ma pièce de ne pas tourner
dans une révolution trop grande et ainsi entraîner un bas lourd. Je viens donc ici cylindrer ma pièce avec ma gouge à profiler. Ici, la première étape au niveau de cette pièce-ci va être de la cylindrer et donc d'en faire une pièce parfaitement ronde. Pour ceci, j'utilise ma gouge à dégrossir avec un joli tranchant bien affûté. On vérifie évidemment le serrage de toutes mes pièces et la hauteur. Elle doit être légèrement en deçà de l'axe de mon tour. Je vérifie une dernière fois que ma pièce tourne correctement et je peux y aller. Ici, on a du hêtre. C'était une chute de l'atelier des camarades de Don Bosco. C'est du hêtre. C'est un bois très très fragile qui a été rongé par les vers, comme on le voit ici. On a, je crois, aussi un peu d'aubier. Maintenant, à terme, quand ma pièce sera finie, je viderai au compresseur toutes ces petites entailles d'insectes xylophages, ce qui donnera un effet assez esthétique à ma pièce de bois. Maintenant que ma pièce est parfaitement cylindrique, comme on le voit, et au diamètre de la pièce à copier, je vais pouvoir redresser parfaitement le bout de ma pièce. Pour ce faire, je vais utiliser mon grain d'orge et travailler perpendiculairement à la pièce. Donc, ici, étant donné qu'on aura un évidement à l'intérieur, je n'ai pas besoin de rejoindre l'axe de ma pièce. Maintenant que ma pièce a été parfaitement cylindrée au diamètre voulu, c'est-à-dire au diamètre le plus large de la pièce à copier, je peux venir me mettre parfaitement à l'arasement et venir marquer les différentes modifications de diamètre que j'ai à faire, ainsi que le bout de ma pièce. Donc je sais ici que je vais vider, que ici j'aurai une pente et ici mon pied.
Pour plus de facilité, pour plus de visibilité, je viens le marquer avec mon crayon. Maintenant, on va commencer l'étape de l'évidage. Donc, c'est-à-dire retirer la matière que j'ai ici afin de le creuser et de réaliser un verre. Donc, pour ce faire, je vais retirer mon porte-outil et démonter ma pièce. Au niveau de l'évidage, j'utilise une perceuse à colonne. C'est une machine qui va forer dans un axe donné, selon un angle donné par rapport à ma table qui est ici. Pour maintenir ma poupée plate, j'utilise une cale qui est percée, qui va recevoir ici l'anneau fileté de ma poupée plate. Je place donc mon foret. Ici, c'est un foret plat de 40 mm. Et je viens le forer. Dès que l'étape de l'évidage est réalisée, une première fois sur la perceuse à colonne, je vais remonter ma pièce. Sur le tour à bois. Je le mets contre, un petit coup de serrage et je range la clé pour ne pas la perdre. Ceci fait, je viens déplacer mon ensemble porte-outils. Et je viens le placer toujours au plus près de la fixation. Et encore une fois, légèrement en deçà de l'axe de ma pièce. Je viens mettre l'axe de mon porte-outil dans l'axe de mon tour à bois. Et je viens serrer mon ensemble. Ainsi, je peux commencer l'évidage de ma pièce. Maintenant que mon évidage, en gros, a été fait, je viens vider mon excédent de poussière et de copeaux pour venir avec ma plane oblique
rectifier l'intérieur de mon évidage. On obtient un évidage de la pièce relativement lisse. On va pouvoir venir poncer. Alors, dès que mon évidage a été réalisé, je viens utiliser un abrasif. Ici, c'est du 60 afin de dégrossir ici pour avoir une pièce bien plane à l'intérieur de mon évidage. Donc, pour ce faire, étant donné que c'est un bois qui a été mangé par les vers, qui est rempli de poussière, je vais mettre un masque. Dès qu'ici j'ai poncé, je viens replacer mon porte-outil parallèlement à ma pièce. Donc, je le place de façon à venir faire le léger biseau que j'ai sur le verre de base. Étant donné qu'ici, on est sur un profilage relativement fin et relativement droit pour réaliser le léger biseau du verre à chimay, je vais utiliser ma plane oblique. Je lance le tour, je reprends mes lunettes de sécurité et je viens tout doucement amener la pièce à obtenir le biseau. Quand on tourne des verres en bois, c'est que dès qu'on arrive à la réduction du pied à son diamètre, on peut passer de moins en moins de force dans le bois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une fragilité qui vient se créer. On ne peut plus prendre des passes comme on le fait au niveau du cilindrage. On prend vraiment ici un demi-millimètre, voire moins, à chaque passe. Je vérifie mes dimensions. J'ai au niveau du point haut du pied, j'ai 28 mm. Au niveau du pied, j'en ai 26. Et la moulure en fait 22. Voilà, ici je suis à 28, donc je peux venir aplanir tout le pied de ma pièce. Donc je peux venir avec ma plane droite, aplanir mon pied.
est parfaitement usiné et que j'ai la forme de la pièce à copier, je peux retirer mon porte-outils et venir réaliser mes finitions avec un abrasif. Dès que j'ai réalisé mon ponçage avec un premier grain 120, je peux passer à un grain beaucoup plus fin en vue du traitement de la pièce. Ici, on utilisera une huile. Je vais utiliser une huile cire Galtane pour traiter mon morceau de bois. Pour ce faire, j'utilise un chiffon propre, forcément, et j'applique mon huile au chiffon. J'ai appliqué l'huile sur l'ensemble de ma pièce, je la laisse légèrement pénétrer et je peux démarrer mon tour à bois pour l'essuyer. Fini journée comme d'habitude. Un petit coup de brosse. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo de présentation sur l'outil formidable qu'est le tour à bois.
Je vous laisse ainsi sur quelques photos de précédentes réalisations. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!